Bonjour à tous, on se retrouve dans notre série d'interviews d'experts, comme tous les ans. Vous connaissez, on interviewe des experts de haut niveau dont vous pouvez trouver les extraits dans le webcast auquel vous avez assisté ou non. Et si vous n'avez pas assisté, je vous invite à regarder l'intégralité de ce webcast. Aujourd'hui, nous sommes avec Didier Grosgurin. Didier, bonjour. Bonjour. Nous sommes déjà rencontrés à plusieurs reprises puisque EY a eu l'occasion de travailler avec vous. Didier, vous avez plus de 30 ans d'expérience, on va dire professionnelle, une quinzaine d'années dans le paysage minier. Vous êtes managing partner de OR, basé à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Peut-être quelques mots d'introduction pour vous présenter. Tout à fait. Alors, oui, je suis effectivement un des associés du bureau d'études OR, qui est un bureau d'études environnementales et miniers. Nous effectuons toutes les études et les démarches de permitting qui permettent aux mineurs, mais pas seulement, aux industriels en général, d'exercer et d'opérer. Et on intervient de la mine au lagon. En fait, clairement, on a dans notre ADN la capacité de gérer tout le processus d'autorisation depuis l'exploration jusqu'à la restauration, et ce, en préservant l'environnement de la mine au lagon. Donc on est là pour assister les industriels et les mineurs sur leur démarche, leur apporter du conseil, mais aussi on est aussi sur de l'expertise qu'on peut partager avec des partenaires, qu'ils soient locaux ou étrangers, sur d'autres thématiques environnementales. La Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, dans le paysage minier mondial et dans la géographie internationale des différents métaux critiques est clé puisqu'elle détient des gisements notamment de nickel. La Nouvelle-Calédonie est un territoire d'outre-mer aussi pour la France. J'ai une première question, mais on aurait bien aimé avoir votre point de vue sur la place de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui dans le secteur minier et notamment ce qui concerne cette exploitation et la valorisation du nickel de Nouvelle-Calédonie. Alors, la Nouvelle-Calédonie est un pays minier depuis plus de 100 ans. Malheureusement, aujourd'hui, elle est un petit peu au pied du podium. Son rang est de l'ordre de la 4e place, avec environ, en 2023, de l'ordre de 230 000 tonnes de nickel contenu, ce qui inclut le minerai et puis le métal. Mais on est bien loin, malheureusement, de la première place. Et surtout, on est confronté... la première place occupée par qui? Par l'Indonésie qui... pour ceux qui nous écoutent, pour savoir un peu. Oui, l'Indonésie qui a beaucoup progressé ces dernières années et qui frôle les 2 millions de tonnes. Okay. Et qui a encore des objectifs très ambitieux, avec des coûts très, très bas, qui mettent en difficulté quasiment tout le Pacifique Sud, Australie, Nouvelle-Calédonie, mais aussi leurs partenaires japonais et coréens, qui ont du mal aujourd'hui à maintenir leur activité à ce niveau de prix. Oui. Mais justement, par rapport à cette concurrence, un paysage quand même qui est très concurrentiel, aussi bien mondial, mais au niveau géographique. Vous parlez de l'Indonésie, on a aussi une demande chinoise. Quelles sont les politiques ou stratégies que vous voyez actuellement en Nouvelle-Calédonie, ou qui vont être mises en place ou qui ont déjà été mises en place, pour justement renforcer cette compétitivité sur le marché et se différencier par rapport aux autres pays miniers? Alors, il y a des choses qu'on a fait plutôt bien et vite il y a maintenant près de 15 ans, puisqu'on a, en tout cas, les institutions ont mis en place un code minier et un schéma de valorisation des ressources minières. L'atout, ça a été de développer d'avoir plutôt un développement raisonné de la ressource minière, ce qui fait qu'on arrive à produire en maintenant les teneurs, en maintenant la richesse, en tout cas en prolongeant la durée d'exploitation des mines. De la même façon, même si d'un point de vue économique,
Ce n'est pas aujourd'hui valorisé, on l'espère que ça le sera, mais les pratiques environnementales, les pratiques sociétales ont évolué de manière à, en tout cas on l'espère, avoir une meilleure acceptabilité des projets auprès des populations, et on l'espère encore, une plus grande perspective d'exploitation de la ressource minière. On est à combien en termes d'années? Enfin, la Nouvelle-Calédonie peut durer combien d'années sur l'exploitation des gisements de nickel? C'est difficile à dire, d'une part parce que la totalité du domaine n'a pas été reconnue, ou en tout cas pas publiée. Donc on a les cartes, on sait qu'il y en a, mais ça n'a pas été encore exploité. Oui, il y a encore des travaux, il y a des travaux assez récents qui ont été faits, notamment avec des technologies de géophysique aéroportée, qui permettent d'identifier les gisements, en tout cas les amas de gisements, et de mieux orienter les techniques d'exploration. Donc il y a encore un gros travail de reconnaissance à faire. Donc c'est un petit peu difficile de répondre à notre question de combien de temps. Ça dépend aussi du rythme auquel on exploite. Et puis d'autre part, on a depuis plus de 10 ans des technologies de fusion, enfin en tout cas de production de métal, qui permettent d'avoir des teneurs de plus en plus basses. Je pense notamment à l'hydrométallurgie, et aussi on a aussi des baisses de teneur dans la pyrométallurgie. Donc on avait, si on compare les teneurs que l'on traite aujourd'hui, elles sont beaucoup plus basses qu'elles n'étaient il y a une dizaine d'années. Et surtout, on valorise un spectre beaucoup plus large de minerais. Auparavant, on faisait que de la production de ferro-nickel. Maintenant, on fait de l'exportation. On fait de l'exportation de basse teneur, de moyenne teneur, de haute teneur et de la production locale. Donc, on a vraiment une optimisation en fait, de la ressource minière. Le gouvernement s'intéresse de plus en plus aux ressources minières présentes sur le territoire français ou d'outre-mer. On voit des projets d'exploration par les géants miniers français autour du lithium en France métropolitaine. Les enjeux ESG sont fortement classés comme tous les ans dans notre panorama annuel. Aujourd'hui, de mémoire, en tout cas, il est dans le top 3. Une question, on entend parler de stratégie de labellisation pour se différencier. Où en est la production minière de Nouvelle-Calédonie en matière ESG? Comment peut-elle se différencier? Est-ce qu'il y a des best practices? Est-ce qu'elle est en avance par rapport à ses concurrents? Voilà. Alors aujourd'hui, on pense et on aimerait que les efforts que l'on a produits depuis plus de 15 ans, notamment en matière environnementale, qui permettent à la fois la préservation du lagon, la préservation de la faune, la préservation d'une biodiversité qui est exceptionnelle. On est un pays insulaire qui comporte des végétaux, une faune endémique de classe mondiale. On essaye en tout cas de faire en sorte de minimiser l'impact sur ces écosystèmes, et on souhaiterait pouvoir valoriser cette démarche. Or aujourd'hui, c'est pas le cas, mais on aimerait bien en fait, et je pense que la démarche ou la volonté est commune à l'ensemble des parties prenantes de la mine en Nouvelle-Calédonie, que ces pratiques soient valorisées. Il y a chez les industriels une volonté d'afficher en tout cas leurs bonnes pratiques. Donc il y a des axes de labellisation individuelle. Certains sont encore en train de choisir vers quel label ils pourraient aller. Il y en a d'autres qui ont fait des choix et qui aujourd'hui sont des choix qui sont aussi peut-être imposés par leur groupe. Une certification verte en fait de leur production, c'est ça, quand on parle de label. Oui, alors il y a la partie environnementale, mais aussi une partie à laquelle on pense moins, qui est la partie sociétale. Bien sûr, on dit ESG, mais il y a 2 S, il y a le côté social qui est plutôt bien adressé dans nos pays, avec des codes du travail et
et des lois qui nous obligent, en fait, en tout cas sur le plan social et de gouvernance. Mais sur la partie sociétale, l'enjeu aujourd'hui, je pense que, et ça va être l'enjeu des 10 années à venir, voire des 5, c'est de faire en sorte que les projets puissent se faire rapidement, tout en étant bien acceptés des populations. Et là, je pense que les groupes occidentaux ont la volonté aujourd'hui de développer des démarches RSE qui soient comprises par tous et qui permettent d'avoir une acceptabilité rapide de leurs projets, de façon à pouvoir avancer, ne pas être bloqués en fait dans leur volonté de développement. Et pour ceux qui nous écoutent dans les démarches RSE, quelle tendance vous voyez? On a parlé de labels, il y a les référentiels IRMA. Qu'est-ce que vous voyez un petit peu qui se passe? Vers quoi les mini, en tout cas en Nouvelle-Calédonie, semblent s'aligner? Ou peut-être que c'est très hétérogène, hein, je ne sais pas. Hein, mais... Alors, c'est bien la problématique de l'acceptabilité, c'est qu'elle n'est pas normée. Il y a des initiatives, jusqu'à maintenant en tout cas, il y a des initiatives qui ont été prises par les uns, par les autres, avec des fondations. C'est de l'humain. Et l'humain est variable. Les cultures sont différentes, les modes de raisonnement sont différents, et je pense que la problématique est de trouver des méthodes qui puissent faire en sorte qu'on s'assure que les projets soient bien compris et bien acceptés. Pas simplement parce qu'on a respecté une réglementation ou une enquête publique ou une commission, mais qu'on s'assure en fait que le projet soit bien compris et bien accepté des populations. Il y en a qui ont des cultures écrites, il y en a qui ont des cultures orales. C'est quelque chose qui est un peu compliqué aujourd'hui. Et je pense que les problématiques qui vont autour des labellisations ESG vont peut-être nous permettre de standardiser, ou en tout cas, sinon de standardiser la méthode, de standardiser l'évaluation et la compréhension des projets vis-à-vis des populations. Okay. C'est d'ailleurs... dans certains labels, je dirais, il y a une espèce d'évaluation à 360, pardon, qui permet de vérifier que les actions qu'on a prises ont bien l'effet escompté du côté des populations. D'accord. Et justement, dans cette, on voit le paysage concurrentiel, les stratégies de labellisation, de certification des productions de la part des géants miniers. On sent que ça peut être un facteur différenciant aussi pour le gouvernement français dans sa production minière, pour se différencier éventuellement d'une production chinoise qui peut-être ne respecterait pas les normes environnementales, ou d'autres pays, hein, on parlait d'Indonésie aussi. J'ai une question, mais où en est la France aujourd'hui, justement, dans cette chaîne de valeur des métaux critiques et dans cet approvisionnement en métaux critiques? Alors, la France, elle suit l'Europe. Les initiatives sur les métaux critiques sont assez récentes. On parle d'après 2020, quasiment, où on a, je pense que l'épidémie de Covid de 2019 a fait prendre conscience qu'il y avait un certain nombre de risques et de menaces qui pesaient sur la disponibilité des métaux critiques qui sont essentiels à nos industries, à l'industrie de l'armement, de la recherche, etc. Je pense qu'il y a une prise de conscience au niveau européen et français, qui aujourd'hui sont reliés, mais il reste quasiment à reconstruire les filières qui sont pour la plupart inexistantes ou en tout cas embryonnaires, et il faut que ça aille vite. Je pense aujourd'hui que c'est le secteur des métaux critiques, que ce soit le nickel, le lithium, le cobalt, ce sont des secteurs avec des demandes très fortes, des évolutions dans les technologies qui vont très vite, on n'est plus... il faut être très, très agile, très réactif, si on veut pouvoir rester sur le marché, car en face, on a vraiment des compétiteurs qui sont entreprenants, qui vont très vite et qui vont...
Si on prend l'exemple de l'Indonésie, en moins de 10 ans, ils ont quasiment multiplié par 5 ou 8 leur production, alors que nous, on peine à maintenir le niveau de production qu'on avait à l'époque. Si on prend l'exemple de l'Indonésie, ce qui est assez parlant pour ceux qui nous écoutent, s'ils veulent voir un peu les best practices, ou en tout cas des succès sur le marché, comment l'Indonésie a structuré la chaîne de valeur? Ils ont que l'amont, ils ont intégré l'aval aussi? Alors depuis 2014, le gouvernement indonésien a clairement affiché sa volonté de capter la valeur ajoutée, et ils ont interdit l'exportation de minerais bruts. On rappelle qu'est-ce qu'ils ont comme minerais en Indonésie? Alors en Indonésie, ils ont beaucoup de métaux, mais ils ont du cuivre, de l'aluminium, du nickel, ils ont du charbon et ils ont du pétrole. Ils ont une activité minière qui est assez importante et qu'ils ont voulu développer. Et en 2014, donc, ils se sont dit, et à l'origine, la problématique, c'était pas tant le nickel, mais c'était surtout le cuivre. Ils ont voulu attirer, en fait, les producteurs pour produire localement. Aujourd'hui, on peut dire que sur le plan industriel, le pari est gagné. Il y avait des enjeux d'énergie, il y avait des enjeux de production. Leur stratégie, en tout cas celle qu'ils affichent, c'est de descendre encore le long de la chaîne de valeur. Et par exemple, sur le segment des batteries, c'est de produire des cellules de batterie, des batteries et in fine des véhicules. D'accord. Donc, oui, tout intégré, en fait, une chaîne de valeur intégrée pour avoir, on va dire, une batterie made in Indonesia, de la mine jusqu'à la batterie, même si on sait qu'il y a un certain nombre d'autres métaux dans les batteries. Tout à fait. La question de savoir, c'est est-ce qu'ils vont être capables de le faire et est-ce que leur population vont supporter la pression qu'il peut y avoir sur l'environnement. Oui, vous parlez d'acceptabilité, on sent que c'est clé. La demande est en train d'exploser sur les métaux critiques, hein, comme les lithium, le cobalt, le nickel. Les teneurs, on en a parlé tout à l'heure, elles tendent à diminuer, ce qui veut dire qu'il faut manipuler des quantités de plus en plus conséquentes de matériaux. Et quand on fait ça, on ne peut pas être neutre. On ne peut pas être neutre parce qu'on va être obligé de défricher, on va potentiellement provoquer de l'érosion, on va potentiellement détruire des cours d'eau et tous les écosystèmes qui vont avec. Donc, si on n'a plus d'eau pour boire, si on n'a plus de poissons pour vivre, si on pollue la mer, clairement, les populations vont s'opposer de plus en plus sur les projets et on aura de plus en plus de mal à faire accepter les projets. D'où la nécessité de suivre des référentiels, labels, comme on a discuté précédemment, avec ce degré d'acceptabilité. Je pense que les problématiques ESG vont devenir cruciales. Alors, elles ne le sont pas encore et le niveau d'urgence n'a pas été peut-être encore bien adressé, mais elles vont le devenir au-delà de la décarbonation. Très bien. Enfin, Didier, merci beaucoup pour toutes ces lumières, c'est très clair. Avec plaisir. N'hésitez pas à nous contacter si l'expertise en Nouvelle-Calédonie de Didier et de nous conjointement vous intéresse. À bientôt, Didier. Merci et merci encore. Merci encore à vous. Merci à tous.